Je pense que cette dépolitisation, elle est importante à prendre en compte parce que ça correspond à une stratégie du RN au niveau national qui finalement a décidé aujourd'hui de ne plus parler de politique. Certains disent aujourd'hui en off, finalement, on dit rien et ça marche, on dit rien et ça monte. Donc, autant de rien dire. C'est une campagne bise et selfie, quoi. Salut tout le monde, je suis ici à Toulon où on a tourné cette émission exceptionnelle en partenariat avec Libération. Et justement pour l'occasion, Libé a prévu une offre rien que pour vous. N'hésitez pas à en profiter, la Libé Box à 10 €, seulement 10 balles. Et pour ce prix-là, vous avez 3 mois d'abonnement à Libération. Ça va couvrir toute la période des élections municipales et après les élections municipales. Et vous savez que ça va bouger pour la présidentielle au lendemain des municipales. Et en plus, vous avez deux œuvres numériques, des unes historiques de Libération. La une du 21 avril 2002, lorsque le Front National s'est qualifié au second tour. Et vous avez aussi la une du mariage pour tous, la une tous égaux que j'ai personnellement dans ma chambre. Donc n'hésitez pas à imprimer ces documents et à les afficher chez vous. Mon cher Lilian, je me tourne vers toi. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous expliquer ce que c'est que Frontal? Frontal, c'est une cellule. Alors l'extrême droite pense que c'est une cellule destinée à leur faire du mal, qu'on a construit juste pour eux. Non, c'est une cellule qui s'est construite au sein du service politique de Libération, de 4 rédacteurs et rédactrices, dont une sera présente tout à l'heure, et pour suivre au maximum l'extrême droite. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Libération il y a 15 ans, il y avait une seule personne qui suivait l'extrême droite et qui faisait aussi le centre. On ne sait pas pourquoi à Libération, on faisait un peu les deux. Il y a 3 ans maintenant, on a décidé de renforcer notre suivi de Mais l'extrême pourquoi droite. Pourquoi Parce que là, Parce l'actualité qu'on vous a dit s'est qu'il rendu fallait... compte que l'extrême droite allait, enfin en tout cas le Rassemblement national était devenu le premier parti de France. Donc il fallait y consacrer des moyens éditoriaux, il fallait aussi enquêter, il fallait suivre non pas que le Rassemblement national, mais aussi, et on l'a vu cette semaine, tous les groupuscules qu'on dit de l'extrême droite hors les murs, c'est-à-dire de l'extrême droite qui n'est pas institutionnalisée, pas les partis, mais ces groupuscules néofascistes, néo-nazis, identitaires, royalistes, qui prennent de plus en plus d'ampleur sur tout le territoire. On a une carte des groupuscules que vous trouvez sur notre site, puisque les différentes dissolutions et reconstitutions de petits groupes comme ça, dans différentes villes. Alors on l'a vu à Lyon, mais il y en a aussi en Provence, il y en a aussi à Paris. Vous êtes combien de journalistes à Libé à travailler au sein de Frontal, de cette cellule? Il y a 4 rédacteurs et rédactrices et un responsable qui est mon adjoint au sein du service politique, qui s'appelle Dominique Albertini, qui est un grand spécialiste de l'extrême droite, qui a écrit deux ou 3 livres là-dessus. Et donc c'est en gros 5 personnes quasiment à plein temps, mais notre newsletter qui a dépassé aujourd'hui les 100 000 abonnés à la Libération, c'est une newsletter hebdomadaire qu'on sort tous les mardis. Elle reprend tous les articles que Ok. sur une semaine Libération écrit. Mais il n'y a pas qu'en France, c'est-à-dire que les auteurs et autrices de Frontal, c'est une dizaine, voire parfois même une quinzaine de journalistes de Libération, en fonction des articles qui ont été écrits par le service société, par le service international, par le service culture aussi parfois. C'est la preuve, malheureusement, que l'extrême droite devient très importante dans notre pays. Est-ce que tu peux nous donner des exemples des derniers papiers qui sont sortis de Frontal, des enquêtes que vous avez faites, des révélations, je ne sais pas? On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle, on va en parler, les brebis galeuses, Ouais. c'est-à-dire les candidats racistes, antisémites, xénophobes du Rassemblement national. On l'avait fait, alors c'est pas nous tout seuls, mais on avait un peu déclenché le phénomène et je dis un peu commencé la boule de neige qui a grossi et qui a percuté le Rassemblement national pendant les législatives. Donc on a deux à 3 personnes qui travaillent en ce moment quasiment à plein temps là-dessus. On travaille, demain, on aura une enquête de Nicolas Massol, l'un des rédacteurs qui suit l'extrême droite, sur comment le RN cache ses maires. On va aussi un peu en parler, mais que ce soit au Pontet, que ce soit dans le Vaucluse, que ce soit à Fréjus, que ce soit à d'autres Avignon. endroits, ils cachent ils ne sont pas fiers de ce que font leurs propres maires.
Donc ça dit aussi quelque chose de la gestion dans ces communes-là. On va en parler en tout cas dans le cadre de cette émission exceptionnelle en partenariat avec Libération. Libération vous a concocté une offre spéciale. Vous, le public de Backseat, c'est pour vous la Libé Box pour seulement 10 balles. Pour seulement 10 balles, vous avez quoi? Vous avez 3 mois d'abonnement au numérique de Libération. Je me permets de vous suggérer de vous abonner à Libé en profitant de cette offre si ce n'est pas déjà fait. Parce que les 3 mois qui viennent vont être des mois intéressants. On va avoir les élections municipales et puis on va avoir les suites des élections municipales. Et vous savez que dans le cadre de la présidentielle, il y a quand même pas mal de choses qui se préparent dans l'immédiate après municipale. Donc profitez-en. Et en plus de cet abonnement de 3 mois, vous avez aussi 2 œuvres numériques que vous retrouverez, que je vous invite à télécharger et à imprimer et à afficher chez vous. Vous avez la une très célèbre de Libération le 21 avril 2002, lors de la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et vous avez également cette une de 2013, je crois, au moment du vote de la loi sur le mariage pour tous. Une que personnellement j'ai dans ma chambre depuis l'époque. Donc voilà, profitez-en. Vous les retrouverez, vous les recevrez bien évidemment. Merci à vous, vous avez le lien dans le chat évidemment. On a choisi de venir à Toulon pour cette émission parce que le Rassemblement national a fait de cette ville un objectif pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Et pour en parler, on accueille sur ce plateau une nouvelle chroniqueuse. Un tonnerre d'applaudissements pour Charlotte Belaïch. Salut Charlotte. Salut. Merci d'être avec nous. Tu es journaliste politique à Libération. On te connaît pour ton travail sur la France Insoumise. Tu es l'autrice avec Olivier Perroux du livre enquête La Meute. Mais tu travailles maintenant sur l'extrême droite et tu as notamment écrit sur la campagne du Rassemblement national à Toulon. On va en parler dans un instant. Est-ce que tu peux nous aider à voir ce qui se joue ici pour le RN ? Alors, ce qui se joue ici, c'est une vraie perspective de victoire, peut-être celle qui semble la plus concrète dans une ville de cette échelle. Moi, ce que j'ai trouvé frappant quand je suis venue en janvier, tu as parlé de mon suivi de la gauche, c'est que je pense que je ne me rendais pas compte quand je suivais la gauche à quel point finalement c'est un camp qui parle de politique. Et j'ai été vraiment frappée quand je suis venue ici du meeting de la Valette, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas de référence historique, il n'y a pas de référence culturelle, il y a assez peu de fond. Ok. C'est une candidate qui se présente comme Laure, 49 ans, mère de famille. Tu vois, déjà, c'est... Non, mais c'est ça. C'est sur son tract, c'est écrit. C'est sur son tract. Et elle commence son meeting. Alors, évidemment, elle ne parle pas de Jaurès ni de Blum parce que ce n'est pas son camp, mais elle ne parle pas de référence propre à son camp. Elle explique qu'elle est arrivée à Toulon parce qu'elle a dit un grand oui à son mari il y a des années, qu'elle est tombée amoureuse de cette ville. Et je pense que cette dépolitisation, elle est importante à prendre en compte parce que ça correspond à une stratégie du RN au niveau national qui finalement a décidé aujourd'hui de ne plus parler de politique puisqu'ils sont portés. Et c'est un truc qui est théorisé. En fait, certains disent aujourd'hui en off, finalement, on dit rien et ça marche, on dit rien et ça monte. Donc, autant de rien dire. Et ça, je trouve que c'est très marquant dans sa campagne à elle. En fait, c'est comme d'autres candidats RN, c'est une campagne bise et selfie, quoi. C'est-à-dire que tu dis rien, tu vas dire tu dis bonjour à tout le monde. Il y a un élu PS qui a un ancien élu PS qui a une formule que je trouve marrante. Il dit à l'époque de Le Chevalier, donc en 95, quand il y a eu un mandat FN, il dit à l'époque de Le Chevalier, on changeait de trottoir quand on les voyait. Aujourd'hui, c'est elle qui change de trottoir pour venir nous dire bonjour. et en fait, ça marche, quoi. Ah ouais, c'est intéressant, c'est anecdotique, mais ça dit quelque chose. Lilian, est-ce que tu peux nous rappeler justement que l'extrême droite a déjà été aux commandes de Toulon ? Oui, alors les gens qui sont ici le savent, mais ceux derrière l'écran, non. Pas forcément. L'extrême droite l'a emporté en 1995 dans une configuration particulière, c'est-à-dire que c'était en triangulaire, donc c'est qu'au second tour, il restait 3 listes. Une liste du maire sortant de l'époque, qui était une liste de droite qui s'appelait François Trucy, la liste de Jean-Marie Le Chevalier, Front National, proche de Jean-Marie Le Pen, donc on est vraiment sur l'extrême droite à la papa, à la Jean-Marie Le Pen, et une liste de gauche qui avait fait le choix de se maintenir, et dans ce jeu à 3, à la fin, avec une trentaine de pourcents, c'est Jean-Marie Le Chevalier, la liste Jean-Marie Le Chevalier qui l'a emporté, et donc l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen a conquis sa première grande ville. C'était et même sa première ville d'importance. À l'époque, il y avait eu Marignane dans les Bouches-du-Rhône, Orange
dans le Vaucluse. Et ils sont restés au pouvoir pendant 6 ans, jusqu'en 2001. Ça s'est fini en catastrophe avec des déchirements, des affaires, une ville ruinée. Et donc c'est un épisode que le Front National a voulu cacher pendant des années, puisque c'était symptomatique d'une gestion catastrophique D'accord, donc de l'extrême droite. c'était honteux. Le Front National avait le Toulon honteux. Ils avaient totalement le Toulon honteux, si bien que dans les élections suivantes, ils n'ont pas réussi à concurrencer Hubert Falco, qui était le maire jusqu'à il y a peu, pour essayer de reconquérir les électeurs qui leur avaient fait confiance à l'époque. Et même dans la campagne aujourd'hui, si Laure Lavalette, qui pourtant est porte-parole du Rassemblement national à Paris, est à côté de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale pendant les questions d'actualité au gouvernement. Ici, elle ne montre pas, c'est un peu la technique Louis Alliot à Perpignan, parce que le maire de Perpignan, Louis Alliot, a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on ne montre pas le logo Rassemblement national, le parti à la flamme. Mais ça, c'est un peu le paradoxe ici comme ailleurs, notamment dans le Sud-Est, c'est qu'en fait, ils sont portés par l'étiquette, ils le théorisent comme tel, et en même temps, ils ne l'affichent pas. C'est le truc qui est un peu paradoxal. Et à Marseille aussi, c'est un peu le cas, il me semble. Ouais. C'est tout le temps des affiches bleues, avec un soleil jaune, sans logo, très dépolitisées. Et en même temps, Lavalette ici, elle jouit quand même de son statut de porte-parole du RN. Elle est connue comme ça, elle est identifiée comme telle, et c'est ça qui marche aussi, je pense. À Marseille, c'est peut-être la seule exception des Bouches-du-Rhône, parce que Franck Alizio, qui est le candidat à Marseille, a quand même, est l'une des voix du parti, oui. Donc insiste quand même force un petit peu le trait sur le RN. Mais dans toutes les autres villes, en fait, c'est exactement ce que tu dis. On le dit, il y en a certains qui affichent le logo quand même parce que c'est quand même un peu porteur pour eux, hein. Mais on essaye surtout d'insister sur la gestion de la ville en bon père de famille. C'est tout le discours du RN en ce moment. C'est nous, on va assainir les finances, on va donc évidemment s'occuper de sécurité puisque c'est quand même leur ADN, donc ils insistent quand même là-dessus, mais sans trop en faire. Donc c'est du RN presque light qui sert pour les municipales. Mais c'est ce que me disait d'ailleurs un des opposants au Pontet, qui est une ville du Vaucluse qui est gérée par le Rassemblement national depuis 2014. En fait, il ne faut pas oublier que les conseillers municipaux comme ça, qui vont élire petit à petit en la jouant un peu bisounours, comme tu disais, c'est des gens qui seront après des grands électeurs pour le Sénat, parce que ce sont les conseillers municipaux qui votent ensuite pour les élections sénatoriales. Et en faisant du light au niveau local, c'est pour mieux garder ses billes et surtout créer plein de petits soldats qui ensuite voteront pour les sénatoriales. Et là, c'est là qu'on fait les lois et que l'idéologie peut se déployer tout tranquillou. Les Marx Oui, sur la dépolitisation, la politisation apparente de Laure Lavalette, il me semble que moi, de ce que j'ai lu et entendu sur les motivations du vote Laure Lavalette à Toulon, c'est quand même très clairement le fait qu'elle soit très identifiée au Rassemblement national. Et les gens qui viennent la voir et qui disent vouloir voter pour elle, c'est quand même beaucoup motivé par notamment un vote raciste, qui est très clair de dire moins d'immigrés, etc., même si ce n'est pas du tout prérogative d'une maire. Mais peu importe. En tout cas, même si elle essaye de présenter un peu ce visage sympathique et un peu éloigné du parti, chez ses électeurs, c'est clairement l'aspect Rassemblement national qui fait voter, quoi. Mais quand je suis allée à son meeting en janvier, les deux trucs qui ressortent quand tu parles aux sympathisants ou aux gens qui viennent, c'est le côté figure et elle présente bien, un truc vraiment formel, et les sujets... quand tu creuses un peu, très vite, on parle de sécurité, d'immigration, d'islam, ça arrive très vite. Oui. Et d'ailleurs, elle, quand on dit qu'elle revendique une forme de dépolitisation, ça ne veut pas dire qu'en réalité, elle est dépolitisée. Et d'ailleurs, c'est pour le coup une des représentantes du RN assez dure, qui est une historique du RN époque FN, catholique conservatrice, qui a été opposée à l'IVG, à la fin de vie, au mariage gay. Et on racontait dans Libé, moi je trouve, c'est pareil, c'est une anecdote, mais je trouve qu'elle est parlante. En 2019, quand elle était conseillère municipale, elle avait critiqué la programmation du théâtre de Toulon, dirigé par Charles Berling, en disant honte à Charles Berling parce que la programmation annuelle s'intéressait aux questions de genre. Elle parlait à l'époque de théorie nauséabonde.
expliquant qu'elle ne voulait pas être déconstruite, enfin qu'on déconstruise la virilité masculine blanche, etc. Et Berling raconte que quelques années plus tard, quand elle le croise, elle lui dit, donc là, plus récemment, ah là là, bravo pour votre travail remarquable. Donc ça montre le changement de Alors, posture, quoi. c'est intéressant sur ce côté dépolitisation, sur ce côté nouveau visage d'un Rassemblement national plus souriant. La députée donc, du Rassemblement national, Laure Lavalette, elle se présente sans étiquette et elle veut montrer un visage. Regardez un extrait d'une de ses vidéos de campagne, vous allez voir, on est loin du bruit des bottes. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, il faut bien que je réveille Toulon. On avait dit que dans ton équipe, on mettait que des pros. Ok, je te laisse faire, Fabien. Toulon doit bouger. Voilà, c'est un extrait. Derrière le côté, non mais justement ce côté très léger, cette nouvelle manière de faire de la politique. Est-ce qu'on est dans cet esprit Bardella, dans cet esprit souriant, TikTok, sympa, qui montre un visage finalement très très peu d'extrême droite? On est pour moi sur une autre tendance et on n'est Vas-y. pas sur un cas de figure Rassemblement national pour le coup. Il y a beaucoup de similitudes avec la campagne de Sarah Knafo à Paris. Ouais, il y en a dans qui le elle, chat qui l'ont qui, dit, elle est ouais. candidate reconquête. Typiquement, ça c'est un peu la tendance Mamdani aussi, c'est de dire on a 4 priorités, on les martèle et c'est ça qui doit ressortir. J'ai regardé le site de Laure Lavalette. On parle de sécurité, d'entretien des rues, de plantation d'arbres, de soutien au commerce, d'animation des quartiers. C'est le minimum d'un maire gestionnaire finalement. Donc on n'a aucune trace de l'obsession sur l'islam et l'immigration de Laure Lavalette. Et en même temps, les motivations sont celles que tu as entendues, Charlotte. Elle n'a même pas, en fait, la marque aujourd'hui, RN, est tellement forte et tellement ancrée qu'elle n'a même pas besoin de le revendiquer. Ouais, mais Et c'est ça, en fait, qui est flippant. On a vu le logo, donc on est sur les couleurs du soleil, le jaune soleil, le bleu ciel. On est loin de la flamme tricolore, on est loin du logo du RN. Est-ce qu'en réalité, la marque est tellement ancrée que du coup, on ne peut plus rien faire? C'est le vrai sujet. Ouais, mais est-ce que Voilà, vous finalement, il voyez y a son pas- track dont on parlait tout à l'heure, avec le soleil, etc. Et il n'y a même pas le logo du RN, il n'y a même pas besoin de mettre le logo du RN. Elle a besoin, Laure Lavalette aussi, de jouer sur la division des autres. J'ai dit tout à l'heure que Toulon a gagné, Toulon a été pris par le Front National en 1995 parce qu'il y avait eu une division et une triangulaire. Ça peut être le cas aussi cette fois-ci. Et c'est rarement, en tout cas, et à Toulon je ne pense pas que ce soit le cas, que l'extrême droite puisse gagner en duel face à soit une droite unie, soit une coalition qui soit anti-FN et anti-d'extrême droite. Donc elle va essayer de jouer sur, sur un second tour où les héritiers d'Hubert Falco ne s'entendraient pas, où il y aurait une liste qui déciderait finalement de se maintenir. On a l'exemple, pas très loin d'ici, c'est Fréjus. Fréjus a basculé comme ça. On parle aujourd'hui de David Rachlin. David Rachlin gagnera peut-être en duel parce que c'est un autre type de ville et c'est une ville moins grande. Mais David Rachlin, il a gagné en 2014, un peu sur le même... il y a les mêmes ingrédients qu'il y a aujourd'hui à Toulon, c'est-à-dire il y avait de l'affairisme, il y avait un maire, alors à l'époque là-bas il avait pu se présenter, mais qui avait été condamné aussi en justice, une droite qui était divisée et qui n'a pas voulu se retirer, et donc une gauche qui s'était retirée pour le coup, parce qu'il y avait 4 listes qui étaient qualifiées pour le second tour, et la liste de gauche s'était retirée, mais en triangulaire, eh ben, David Rachlin l'avait emporté. Et je pense que Laure Lavalette, elle joue beaucoup sur ce scénario-là pour pouvoir l'emporter. Parce que on parle beaucoup de l'extrême droite dans le Sud, et c'est vrai, sur 8 députés dans le Var, ils en ont 7. Mais celui qui leur manque, c'est celui du centre-ville de Toulon. C'est-à-dire qu'on pensait qu'ils allaient faire le grand chelem, et le Front républicain a fonctionné dans la circonscription qui concerne le centre-ville de Toulon. Donc il y a aussi dans cette ville un réflexe de Front républicain avec des gens qui n'hésitent pas à voter contre l'extrême droite sans forcément regarder l'étiquette qu'il y a de l'autre côté. Est-ce qu'on constate ailleurs en France, ou même dans les départements que tu suis toi, Stéphanie, ce même phénomène d'un Rassemblement national qui avance masqué? Alors oui, complètement. Moi, il y a même Franck Alizio, donc le délégué départemental des Bouches-du-Rhône du RN, qui a même
théoriser ça. En fait, il a créé pour ces élections un label qu'il a appelé, attention, c'est hyper original, la Provence que j'aime. Et avec ce label, en fait, il est allé voir tous les candidats. Alors, il a d'abord essayé de convaincre les maires sortants de le prendre, parce que ça lui aurait facilité un peu le travail. Pour l'instant, en tout cas, les maires sortants ne l'ont pas pris. Mais l'idée, c'est d'aller voir donc les candidats d'opposition et de leur dire, en fait, si vous prenez le label, on ne présentera pas de candidat RN contre vous. Et vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'afficher la flamme, etc. Vous dites juste la Provence qu'on aime. Bon, ça a l'air pas méchant. Moi, j'avais dit dans un papier qu'on dirait une pub pour shampoing. Enfin voilà, c'est plutôt mignon, quoi. Et sauf que du coup, derrière, ça leur permet, ils leur disent, et par contre, vous votez pour nous dans les collectivités locales, vous votez pour nous donc pour le sénatorial, etc. Donc ils ont créé comme ça plein de candidats qui arrivent avec leur étiquette sans label RN, mais quand même soutenus par le RN. Et ça permet de décomplexer un peu les derniers électeurs qui seraient encore réticents à se dire voilà, je vais voter pour le RN. Là, ils voient un type qui se présente comme plutôt droite. Donc ça permet là encore de grappiller quelques électeurs à la droite qui, du coup, face à ça, a du mal à les renvoyer à leur identité, à ce qu'ils sont, quoi. Climarx, qu'est-ce qui explique la performance du Rassemblement national dans le Sud ? Ouais, mais en fait, plus généralement même, parce qu'on on a déjà, et on va pas mal parler de questions vraiment politiques sur ce qui fait que le RN arrive à aller au pouvoir, etc. Mais je pense que c'est important d'avoir en tête aussi les raisons sociologiques du vote RN. C'est ça ma question. Oui. Mais du coup, c'est aussi plus non, large que dans le vas-y. Sud. Et il y a des petites spécificités dans le Sud. En fait, quand on regarde les villes qui votent beaucoup RN, il y a plusieurs choses qui ressortent. Déjà, il y a un taux de chômage qui est plus important que dans la moyenne nationale. Il y a une sous-représentation des professions intellectuelles, cadres supérieurs, donc les profs, les journalistes, les travailleuses sociaux, les artistes, etc. Une petite surreprésentation des ouvriers, mais surtout une grosse surreprésentation des professions intermédiaires, des employés. Et en fait, ça, c'est important parce que ça, c'est vraiment le cœur de l'électorat RN. C'est pas comme ce qu'on entend parfois, les classes populaires, en tout cas les classes les plus précaires des classes populaires qui votent pour le Rassemblement national. Mais c'est ces employés, ces professions intermédiaires, donc artisans, employés, petits propriétaires, petits retraités, petits propriétaires, tout ça. Et donc ces gens-là, qui sont des gens qui ont un peu d'argent, qui ne sont pas les gens les plus pauvres, mais qui sont en réalité dans une sorte de précarisation, de déclassement. Okay. Mais alors on pourrait se dire, ok, c'est une question sociale, c'est parce que c'est une question vraiment de classe, les gens se mettent à voter RN pour des raisons économiques. Mais c'est pas tout à fait ça, et ça c'est notamment ce que disait le sociologue Félicien Faury, et j'en parle parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Des électeurs ordinaires, où son enquête se déroulait ici, dans le sud-est de la France, il me semble même dans le Var précisément. En fait, ce qui motive d'abord le vote RN, c'est le racisme, très clairement. En fait, ce que le Rassemblement national a réussi à faire, c'est d'électoraliser le racisme. Et ça veut dire qu'en gros, le racisme, les électeurs du Rassemblement national, ils sont pas plus racistes en soi que les autres, puisque, pour citer Frantz Fanon, une société est raciste ou elle ne l'est pas, et elle l'est. Donc le racisme, il est présent dans toutes les couches sociales, mais la spécificité des électeurs du Rassemblement national, c'est que leur position dans la hiérarchie raciale, elle est mise en danger. En gros, en tant que blancs, ils sont mis en danger dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver plus proches géographiquement des classes populaires racisées. Ils vont se retrouver à faire leurs courses dans les mêmes endroits. Ils vont se retrouver à être potentiellement en compétition pour le travail, etc. Et c'est... Ouais. Non, je vais pleinement dans ta lignée, parce qu'on avait déjà eu ce débat dans Backseat sur des invités, des gens de gauche qui nous ont dit qu'il fallait avoir encore des discours encore plus forts sur le social et que c'est ce qui nous permettrait en réalité de battre le RN. Aujourd'hui, l'électorat est motivé par un électorat raciste. Il faut crier l'antiracisme encore plus fort, selon moi. Et parce qu'en fait, à force de reléguer cette question et en disant qu'elle est secondaire, on a laissé malheureusement le terrain. Oui. Mais ça, c'est vraiment important à comprendre. Pardon, allez-y. Merci au public du Télégraphe. Non, mais c'est vraiment hyper important ce que tu dis, parce que en réalité, on a souvent tendance à opposer deux visions des électeurs RN, ceux qui disent c'est des questions de classe, tout ça, et les autres qui disent c'est des racistes. Et en fait,
c'est vraiment les deux ensemble. Il y a une racialisation de la question sociale en quelque sorte, c'est-à-dire que pour ces électeurs, le déclassement social qu'ils vivent est dû à ce qu'ils perçoivent comme l'immigration, donc les personnes perçues comme étrangères, ce qui n'est pas du tout forcément le cas évidemment. Et c'est pour ça que si l'extrême droite et si le Rassemblement national cachent le logo, ils ne sont toujours pas séparés de la préférence nationale, qu'ils appellent priorité nationale maintenant, mais c'est constitutif de leur programme national. Ils voulaient même, dans les années 90, essayer de le mettre en place dans des laboratoires à Toulon, à Vitrolles, à Marignane, au niveau local. La justice les en a empêchés parce que c'était discriminatoire. Et aujourd'hui, ils ne le présentent pas, ils ne le mettent pas en place dans leur commune, parce qu'ils ont compris, mais ça reste dans leur programme, et c'est pour ça que nous, à Libération, contrairement à d'autres médias, on continue à dire que c'est un parti d'extrême droite. Charlotte, qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant dans la composition de la liste de Laure Lavalette? Je crois qu'elle allait chercher des personnalités locales, des gens un peu connus. C'est mieux pour une élection municipale. Mais oui, mais c'est pas franchement le RN qui avait l'habitude de nous sortir des stars, tu vois. Ça aussi, Alors franchement, des stars, c'est beaucoup dire, quand même, je pense. Non, mais je pense. J'en sais rien. Il l'avait vendu. Il l'avait un peu vendu comme tel. Alors, dans les personnalités un peu connues, mais qui entourent en réalité la Valette depuis un moment, il y a Sébastien Soulet, qui est connu, entre guillemets, parce que c'est un des flics de l'affaire de la BAC Nord. Ouais. Après, elle a réussi à débaucher des anciens LR. Je crois si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un ancien Modem, mais on peut pas dire on peut pas parler de personnalité de poids, je pense. Alors oui, après, elle a décroché des sportifs dont je connais pas le nom, mais Lilian, tu sauras peut-être mieux que moi. J'ai oublié parce qu'il n'a pas joué au RCT, donc voilà. Il a plutôt joué à Toulouse. Frédéric. Voilà. Frédéric Sellier, ouais. Mais il n'y a pas le rugbyman dont j'ai oublié le nom. Mais David Gérard, voilà, ça m'est revenu. Oui, elle joue sur le casting parce qu'ils deviennent un peu plus fréquentables, ils passent mieux à la télé. Et d'ailleurs, ça a été le cas aussi à Nice. À Nice, Éric Ciotti, il a réussi à faire venir sur sa liste l'ancien président du club de foot, l'OGC Nice. Et première conférence de presse, on lui demande mais alors, vous êtes d'accord avec le programme du RN? Ah non, moi je suis pas du tout raciste. Moi je n'en fais pas partie. Et 3 semaines plus tard, il était plus dans la liste d'Éric Ciotti. Donc ils arrivent aussi à essayer de charmer des gens qui sont pas forcément politisés, mais à qui ils promettent des postes. C'est des écolos comme ça qu'elle a présenté sur sa liste. Et il y a aussi des écolos qu'elle présente sur sa liste qui n'ont absolument rien à voir avec Europe Écologie Les Verts et qui sont Et avec l'écologie au global. Et avec l'écologie au global. Éric Ciotti a fait la même chose, encore une fois, à Nice. Donc on voit que c'est aussi des stratégies pour ripolliner. On n'est même plus dans la banalisation, on est dans l'espèce de dépolitisation où plus rien n'a de sens puisque de toute façon on a un peu joué avec les différentes thématiques et on se présente comme patriote et non plus comme issu de l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Après, je pense qu'en effet, ils ont moins de mal qu'avant à constituer des listes. Et forcément, les perspectives de victoire partout en France attire les ambitions. Alors je pense qu'il y a aussi de l'adhésion dans les ralliements, mais il y a aussi de l'opportunisme. Mais ils ont quand même encore un peu de mal à constituer des listes, et notamment dans les grandes villes. C'est encore toujours compliqué. D'ailleurs, à l'échelle du territoire, ils présentent 650 listes. C'est beaucoup par rapport à au précédent. Dans quel territoire? À l'échelle de la France, il y a 650 listes. France totale, oui. D'accord, ok. Mais c'est finalement assez peu par rapport à leur poids électoral aujourd'hui. C'est un peu ce que je me disais en t'entendant. C'est pour ça que je t'ai un peu plus, parce que ça m'a fait bugger. 650, c'est pas beaucoup. Eux le disent avec beaucoup de fierté parce que c'est plus que d'habitude. Mais à l'échelle du nombre de députés, etc., c'est peu. Ça montre qu'ils ont encore une importance. C'était en 2014 que Marine Le Pen avait présenté 300 listes. Et pour elle, c'était très important pour les 300 avec des objectifs de nombre de conseils municipaux. Ça s'était très mal passé à cause des brebis galeuses sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Mais ok, on est à 650 aujourd'hui. D'accord. Et 650, c'est peu, mais c'est aussi voulu. À la fois, on va aller placer des gens à nous sur des listes sans étiquette, divers droite,
dans des petites communes ou dans des communes moyennes. Mais c'est aussi, et c'est revendiqué, je me souviens avoir discuté de ça avec Jean-Philippe Tanguy, le numéro 2 du groupe à l'Assemblée nationale. Il expliquait qu'il n'en voulait pas beaucoup parce qu'il ne pouvait pas, on en parlera plus tard, il ne pouvait pas vérifier que tous les mecs et les nanas qui sont avec lui sur ces listes n'ont pas des profils peu recommandables, des propos racistes. Et à l'époque où j'en avais discuté avec lui, il nous expliquait que tout serait nickel, qu'il n'y aurait pas de candidats racistes, xénophobes, comme en 2024, que tout ça c'était terminé. On voit depuis quelques semaines que ce n'est pas le cas. Malek ? Au-delà de la difficulté et de l'enjeu de monter des listes, il y a un enjeu en réalité qui est un peu caché derrière les municipales. C'est l'enjeu des sénatoriales. Le Rassemblement national a envie d'avoir des sénateurs qui rentrent par la grande porte. Et c'est pour ça que dans la constitution des listes, ils ont aussi essayé de faire un maillage territorial pour avoir quand même des points de force dans certains départements et avoir des sénateurs in fine, puisqu'on le rappelle pour notre public de Backseat, les conseillers municipaux que vous élisez donc, dans 19 jours pour le premier tour et le 22 mars, ils iront ensuite nos sénateurs, ils deviennent donc des grands électeurs. C'est un enjeu aussi qui est hyper important. C'est-à-dire que là où le Rassemblement national ne présente pas de liste, il négocie quand même parfois avec des candidats soit il deal, une sorte de soutien en disant en échange de votre vote au sénatorial. Et dans des, ce qui est une pratique qui se fait ailleurs. Dans des départements comme le Var, il y a l'objectif d'avoir max conseillers municipaux pour ensuite aller pousser des sénateurs. Mais d'ailleurs, dans tout le sud-est, au-delà des grosses villes qui attirent beaucoup l'attention, en fait, il y a une forme d'union des droites qui est en train de s'opérer, un peu sous les radars, notamment via des étiquettes. Alors, on a parlé d'Alizio qui a relancé la marque RPR. Et ça se passe aussi via l'UDR, qui est le mouvement lancé par Éric Ciotti, qui a été beaucoup moqué quand il a quitté les LR pour rejoindre le RN parce qu'il est parti assez seul. Mais finalement, il a gardé des loyautés dans son parti, et notamment dans les Alpes-Maritimes. Et en fait, il y a plein de petites villes où il y a des formes de deal informels entre la droite et le RN qui vont contribuer à l'élection de sénateurs dans quelques mois. Stéphanie, c'est un truc que tu as constaté aussi de ton côté, ça ? Mais même complètement. Enfin, l'UDR, justement, dans la plupart des cas, ils soutiennent les listes, effectivement, les listes RN, ou alors il y a un candidat UDR soutenu, enfin, l'un soutient l'autre. Et effectivement, c'est ce que tu disais, Malek. Même si dans une liste sans étiquette, ils peuvent avoir un ou deux types en fait, qui est susceptible d'être élu, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait une armée pour les sénatoriales. Et moi, je crois même que c'est leur objectif principal. Enfin, je ne suis pas sûre que s'offrir 2-3 trophées aux municipales, une ville comme Toulon, pour eux, ce serait en plus, alors là, ce serait vraiment Noël. Alors Marseille aussi, ils en rêvent. Ça va peut-être être plus compliqué, mais bon, on ne sait jamais. Mais par contre, en fait, toute cette petite armée, c'est vraiment ça qu'ils visent, avec l'objectif vraiment de pouvoir là, du coup, se dévoiler complètement quand ils seront au Sénat en votant des lois. Ou c'est-à-dire des exemples. C'est-à-dire, je comprends pas ce que tu dis. Non. C'est de communes. En l'occurrence, je pensais aux communes. Alors, c'est-à-dire des communes sur lesquelles ils ne se présentent pas forcément leur nom. Il y en a plein dans le département et même dans le Vaucluse. En fait, il y a beaucoup de communes. Les 3/4 des maires, en fait, beaucoup de maires en tout cas, ne brandissent de toute façon pas leur étiquette, même s'ils sont LR ou socialistes. Au municipal, ils partent sur le fait de... Et d'ailleurs, leurs listes sont plurielles. Il y a à la fois, par exemple, au Pontet, il y a une liste, la liste de l'opposant au maire sortant, Joris Ebrard, qui lui est RN. Dessus, il y a des communistes, des socialistes, un type de LR, etc. Donc ça, les maires sans étiquette, il y en a plein qui se revendiquent. Je crois qu'il y a même 100 maires dans les Bouches-du-Rhône qui se présentent sur 180, qui se présentent en disant « moi, j'ai pas d'étiquette ». Donc ça, ils le font partout, sauf que eux, ils arrivent comme ça à mettre 1, 2, 3 conseillers municipaux qui ensuite voteront pour eux au sénatorial. Malek ? Parce que le vrai danger, et j'en parlais dans la fabuleuse newsletter de Backseat qui s'appelle Siège Arrière, abonnez-vous, elle est gratuite. Le danger aussi, au-delà de l'extrême droite, c'est cette droite extrême, c'est les Vauquier, les Retailleau, les gars qui se cachent pas, qui rêvent de cette union des droites, et avec les digues qui tombent, avec une Aurore Berger qui banalise comme ça le fait de faire cordon sanitaire avec le Rassemblement national. Et ben en fait, moi, l'accord sur des sénatoriales et in fine sur une élection nationale RN Reconquête / Vauquier-Retailleau, dans ce grand fantasme de l'union des droites, je demande à ce qu'on ne banalise pas aussi cette droite extrême.
Charlotte, on va parler de Toulon. On revient sur Toulon. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un état des forces là dans cette campagne? Ça ressemble à quoi la municipale de Toulon? Alors, elle profite déjà d'une situation où on a un maire sortant, un baron sortant, qui ne peut pas se représenter parce qu'il a été, condamné à de l'inéligibilité, et qui, comme beaucoup de maires sortants, laisse derrière lui une bataille de succession entre, José Massy, donc qui lui a succédé à la mairie, Ok. qu'il a un temps semblé soutenir et qu'il a finalement lâché pour Michel Bonnus, qui est, un sénateur LR. Donc on a 2 candidats issus du même camp, de la Issus du droite même camp. traditionnelle, Mmh. on va dire. Et une gauche unie hors LFI D'accord. et une candidature PS, LFI. écolo, PCF. PS, écolo, PC, pardon. Ok, d'accord. Et LFI présente une liste ou pas? Ouais. Ok, d'accord. Donc gauche divisée entre 2 listes Ouais. et Avec une liste de gauche qui a quand même vraiment l'avantage, enfin la liste unique a quand même vraiment l'avantage, D'accord. mais qui reste, mais qui reste très basse. Et on est dans une ville, Lilian en parlera mieux que moi, mais qui est historiquement assez ancrée à gauche, notamment avec un vote pied noir assez fort et à droite. À droite. Oui, T'as dit gauche. Ah non. L'autre gauche. Mais oui, mais oui. Merci, heureusement que vous êtes là. hein. Un vote pouvoir rentrer à gauche. c'est marrant. Et un PCF qui a été assez fort et qui s'est peu à peu écroulé et qui a jamais été remplacé par une gauche qui s'est jamais, voilà, qui a jamais réussi à remplacer un PCF mourant, quoi. En fait, on a aussi du mal à tester la gauche à Toulon, parce que beaucoup de gens de gauche votent pour des listes de droite ou d'hiver droite qui peuvent l'emporter au second tour, mais ils votent dès le premier tour pour donner de la force Ça aux veut dire mieux qu'ils ont- placés contre l'extrême droite. Ça veut dire qu'ils ont fait le deuil de l'arrivée de la Oui, gauche mais au parce que pouvoir on en a se disant de toute vécu- façon, on vote parce utile, que on c'est- vote pour le maire sortant. Parce que c'est une ville qui est aussi, et des électeurs de gauche, il y en a beaucoup dans cette salle, qui ont été aussi traumatisés par 95 en se disant mais oui, mais on a voté pour des gens à gauche qui ne se sont pas retirés la dernière fois, et en partie à cause d'eux, ce n'est pas à cause d'eux entièrement, l'extrême droite a pu l'emporter la dernière fois. Donc ce traumatisme-là fait que pendant des années, des gens ont voté à droite, non pas seulement au second tour, mais aussi au premier tour. Une anecdote, on va dire, institutionnelle. Aujourd'hui, la gauche a des conseillers municipaux parce que Hubert Falco, la liste d'Hubert Falco de droite, l'a emporté au premier tour la dernière fois. Donc comme la liste de gauche au premier tour avait passé les 5%, ils ont eu droit à des élus. À quelques sièges. Mais s'il y avait eu un second tour, cette liste de gauche aurait dû se retirer, et donc il n'y aurait pas eu de gens de gauche au Oui, conseil d'accord, c'est municipal. impressionnant. Donc là, oui, la possibilité de l'effacement de la gauche, Donc, cette fois-ci, est Elle carrément existe, possible. elle n'existe pas qu'à Toulon, elle existe à la région où aujourd'hui les listes de gauche à chaque fois se retirent dans l'entre-deux tours pour empêcher l'extrême droite de l'emporter. En région Donc, Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'y a pas un élu de gauche puisque la liste de gauche s'est retirée. Donc il n'y a que la droite et le RN dans l'hémicycle régional. Je vois qu'il y a des gens dans le chat qui confirment en disant que dans leur commune aussi, de leur côté, c'est aussi le même genre de paramétrage un peu bizarre où oui, tu es un peu obligé de sortir pour... c'est que le vote utile Ouais. et dès le premier tour quasiment. Là, des gens de gauche vont aller choisir, par exemple, peut-être José Massy, qui est qui est la maire sortante, première adjointe d'Hubert Falco, qui est, du coup, comme elle n'a pas le soutien de LR, a constitué une liste dite de société civile, parce qu'ils se disent, bon, ben, ça va être cette liste-là qui a le plus de chances d'arriver au second tour, et surtout de ne pas être trop distancé par l'extrême droite. Mais alors que dans les sondages, finalement, Laure Lavalette est plus haut quand il y a deux candidatures, avec la candidature de Massy et de Bonnus, que dans des scénarios où il y en a un des deux qui se retire. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle récupère, si Bonnus se retire, elle récupère un peu des voix de Bonnus, et l'un et l'autre. En fait, elle augmente en récupérant. Le candidat de droite qui se retire ne profite pas mécaniquement entièrement à son dissident, quoi. La logique voudrait qu'au second tour, ceux qui veulent faire barrage à l'extrême droite fusionnent. Mais les inimitiés sont trop qu'il y fortes. a à l'intérieur de ces équipes-là, parce Alors- que on a un maire sortant qui a pourri le terrain, font que ni l'un ni l'autre ne veut fusionner. Chacun dit « oui, je me retirerai ». On attendra de voir. Est-ce qu'on peut dire que la situation est encore plus favorable pour Laure Lavalette aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque pour Jean-Marie le Chevalier? Parce que là, de ce que tu m'as décrit, Charlotte, on est sur une division du camp d'en face qui est totale.
Oui, après, c'est difficile à comparer parce que c'est vraiment un autre monde. Alors, c'est l'argument qui est utilisé par le camp Lavalette pour se distancier du bilan de Le Chevalier qui est calamiteux. À l'époque, elle avait 19 ans, donc ils disent que c'est vraiment un autre RN. Et on parlait tout à l'heure de dépolitisation. C'est quand même marrant de se rappeler. À l'époque, Le Chevalier, il est élu sur le slogan libérer la ville des étrangers, quoi. Donc ça montre le changement de tonalité C'est clair. 30 ans plus Mais tard. il faut se rendre compte que le 14 juillet, Jean-Marie Le Pen venait à Toulon pour assister au défilé militaire et il buvait le champagne au balcon de la mairie qui donne sur le port. C'était ça. Ah ouais, l'ambiance, non, c'est sympa, j'adore. Et je pense que ce qui lui profite aujourd'hui, et ce qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque, il a gagné, hein, mais c'est qu'il y a moi, ce qu'on m'a beaucoup décrit, alors peut-être ça, c'est pas le cas des gens qui sont là, j'imagine, mais c'est une forme d'apathie dans la ville, y compris venant des gens qui ne votent pas RN, qui sont opposés au RN, mais qui ont l'impression que c'est un peu inéluctable et qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Et c'est vrai que en 95, il y a des médias de toute l'Europe qui venaient pour parler de cette ville qui basculait, ce qui était un événement historique. Et aujourd'hui, ça passe pas sous les radars et on en parle, mais il n'y a pas la même résistance qu'en 95, je pense. Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire un mot de la campagne à Marseille? En quoi est-ce que c'est différent de ce qui se passe ici à Toulon? Est-ce que le RN est en passe de l'emporter à Marseille? Alors, en tout cas, les sondages laissent penser, en tout cas, que le match sera serré. En gros, la plupart des sondages qui ont été faits jusqu'à présent donnent le maire sortant, donc Benoît Payan, qui, lui, est à la tête d'une union des gauches sans LFI, et donc le candidat du RN, qui, lui, est Franck Alizio. Les deux sont en gros d'un sondage à l'autre en tête. Et ce qui se passe à Marseille, c'est qu'on est, mais comme ici aussi, hein, on est en situation de probable quadrangulaire à l'issue du premier tour. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la liste RN, donc évidemment avec des scores assez importants, parce que de toute façon, de base, hein, ils font autour de 30% des voix. Donc quand on a 4 listes, c'est ce qu'il faut pour se maintenir, voire arriver en tête. Le maire sortant, donc aussi Benoît Payan. Il y a une liste de droite qui ne va pas très bien, mais qui quand même se maintient, autour de 20%. Et donc, il y a une liste LFI qui est en guerre ouverte avec la liste du maire sortant. Donc, l'enjeu, ça va être, est-ce que ces deux listes-là vont fusionner entre les deux tours? Les deux jurent que non pour l'instant. Alors, on peut se dire que c'est parce qu'on est avant le premier tour et que c'est normal, mais le maire, en gros, sortant, insiste beaucoup pour dire qu'il est le seul rempart contre le RN, contre le vote RN, qui menace de prendre la ville. Et sur un malentendu, c'est-à-dire que si effectivement il n'y a pas une vraie mobilisation des électeurs, ça peut se passer, quoi. Si les 4 listes en fait se maintiennent au second tour et qu'il n'y a pas de fusion entre les listes de gauche et que les électeurs de droite, se disant que la candidate de droite elle a aucune chance de gagner, reportent leur voix sur le candidat du RN, ça peut passer, mais ça n'arrivera pas. Il n'y a qu'un point d'écart. Certainement pas. Dans le dernier sondage, en cas de quadrangulaire au second tour, il n'y a qu'un point d'écart entre Benoît Payan et Franck Alizio. On est dans la marge d'erreur, là. On est dans la marge d'erreur, et la marge d'erreur favorable pour l'instant à Franck Alizio dans le sondage. On a déjà connu des marges d'erreur. Oui, on a déjà vu d'autres. Est-ce qu'on retrouve des caractéristiques sociologiques communes entre les régions dans lesquelles le Rassemblement national s'implante localement? La question de philo. Elle est compliquée, celle-là. Hein. Elle est compliquée, parce que effectivement, les départements dont on est en train de parler, on parle du Var, on parle des Bouches-du-Rhône, mais on pourrait aussi parler du Nord, du bassin minier. Est-ce qu'on y retrouve des choses qui sont similaires? Après, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, ce que je disais, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve pas mal. Donc, je disais des questions sociologiques en termes de pas beaucoup de professions intellectuelles supérieures. En fait, la gauche, dans ces endroits-là, n'existe pas. Ça, c'est un truc qui est important à comprendre, je pense, c'est que pour beaucoup de gens, dans des endroits qui votent beaucoup Rassemblement national, un peu partout en France. Alors, c'est des situations qui sont très différentes. On ne peut pas comparer le Var avec des endroits comme les Ardennes ou ce genre de choses, mais il y a un certain nombre de choses qui se ressemblent, et donc notamment le fait que la gauche n'est pas une possibilité électorale pour beaucoup de gens. Ça, c'est vraiment quelque chose
qui est quand même, je pense, très important à avoir en tête, c'est qu'en fait, globalement, les gens, ils votent comme les gens autour d'eux. Et quand il n'y a pas de gauche autour d'eux, les gens, ils votent pas pour la gauche. Voilà. C'est quand même un peu différent dans les Bouches-du-Rhône, alors, parce que nous, on a des vrais bastions de gauche, Non, mais notamment dans les zones, autour des villes et des sites industriels, donc, et dans le Nord aussi. Oui, mais en l'occurrence, Marseille, la liste de gauche, elle existe. Elle existe. Oui, non, mais même dans le Nord, il y a quand même encore heureusement, il y a encore des bastions, en fait, où le vote ouvrier va encore à la gauche. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, pardon. Et en plus, c'est comme ce que je disais. En réalité, le vote ouvrier, c'est pas tant un vote qui va pour le Rassemblement national. Oui, tout à fait. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'abstention. Elle ressemble à quoi à Toulon, l'abstention? Est-ce qu'elle va jouer un rôle déterminant dans cette municipale? Alors, j'ai pas les chiffres, mais oui, c'est une ville où il y a beaucoup d'abstention, généralement aux élections. Et ça va aussi se jouer là. Ça va se jouer sur quel camp mobilise le plus son propre camp. C'est une base en politique, mais encore plus ici à Toulon. La question est comment arriver à mobiliser son camp. Et il y a un peu c'est dans ce genre de... Quand des villes basculent, c'est aussi que les oppositions, et j'en parlais là avec la gauche, les oppositions ont un peu disparu. Et les oppositions localement, il y a beaucoup moins, mais ça c'est le cas aussi dans beaucoup de villes en France, il y a beaucoup moins de militants, il y a un tissu associatif aussi qui a été mis en difficulté par des politiques nationales, donc il y a moins de relais au niveau local, et ça profite derrière à l'effet CNews, l'effet BFM, aux vues à la télé, à la campagne, aux campagnes médiatiques qui sont menées, et ça favorise cette situation-là. Ce qui est un peu différent aussi à Toulon par rapport à 95, je trouve. 95, la ville sort, elle est en difficulté financière, en difficulté sociale. Il y a de l'affairisme très important, encore plus important qu'aujourd'hui. C'était pas qu'une affaire de frigo à l'époque. Mais aujourd'hui, Toulon est une ville qui va mieux. Toulon est une ville où culturellement il se passe des choses, où le tourisme reprend, où il y a plus d'habitants, il y a plus de jeunes. Ça, c'était pas le cas en 95. Donc il y a aussi... On en parlera avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. D'ailleurs, ce sont des invités du coin, des gens d'ici qui vont venir nous raconter comment ça se passe. Je voulais qu'on parle un petit peu de la gestion du Rassemblement national. Pour répondre à cette question, au fond, qu'est-ce que ça change d'avoir un maire du Rassemblement national? Qu'est-ce que ça change, l'extrême droite, au niveau d'une mairie? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose? Est-ce que vraiment ça change la vie des gens ou pas? Si on commence les liens avec la ville de Toulon, par exemple, ça a donné quoi à l'époque, le Chevalier? À l'époque de Le Chevalier, ils se sont attaqués à la culture d'abord. Il y avait un site, il existe toujours, Château-Vallon, où ils se sont attaqués aux subventions en disant si les spectacles ne nous plaisent pas, on va plus mettre l'argent qu'on mettait jusqu'à présent. On va mettre cet argent-là ailleurs dans notre politique culturelle. Ça a été le cas aussi d'associations qu'on trouvait trop politisées, et ça on le retrouve dans toutes les villes RN. Elles sont trop politisées. Elles sont politisées parce qu'elles aident des étrangers, elles aident des personnes en difficulté sociale. Elle travaille dans les Oui, c'est facile d'être politisé. Enfin, je veux dire, tu fais de la solidarité, tu fais de la culture, tu fais de l'éducation. Et donc, ça n'était pas leur électorat. Et donc, ils ont coupé ces financements. Et ils ont tué une partie de ce tissu associatif et de ces associations pour les reporter sur d'autres associations qui leur étaient beaucoup plus favorables. Alors, je crois qu'il y a aussi eu un paquet de scandales à l'époque de Jean-Marie Le Chevalier. Oui, il y a eu beaucoup de scandales. Alors, on ne va pas tout rentrer dans le détail, mais ils ont le premier adjoint qu'on a retrouvé mort dans une cage d'escalier. Il y a eu le mandat de Le Chevalier s'est terminé aussi avec des affaires à l'époque. Donc oui, c'était le tête haute, main propre qu'il revendiquait. Après Toulon, c'était beaucoup plus difficile de coller ce genre d'affiches sur les panneaux à Toulon. Mais c'est encore le cas aujourd'hui dans les mairies sortantes. Alors c'est ce que j'allais te demander, Charlotte, parce que le Rassemblement national a aussi eu un laboratoire dans la région, c'est Fréjus. Fréjus, première ville de plus de 50 000 habitants, dirigée par un maire RN, David Rachlin en l'occurrence. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est mal passé. Oui, alors que c'était un des rares maires RN tant identifiés. Parce que quand il gagne
en 2020 et lui avant, en tout cas en 2020, le parti explique que c'est la dizaine de mairies qui a été remportée, vont être des vitrines pour le parti. Finalement, 6 ans plus tard, on connaît très peu ces maires. Alors, je pense que ça tient à plusieurs facteurs. C'est d'abord un parti qui n'aime pas trop faire émerger des figures. Alors, il y en a quelques-unes à l'Assemblée parce que le chef est à côté, que c'est contrôlable. Mais c'est un mouvement qui a toujours été réfractaire aux bastions locaux, à voir des petits barons émerger. C'est intéressant, c'est une verticalité du pouvoir au sein de la machine RN qui apprécie peu l'autonomie qu'offre une collectivité locale, par exemple. Ouais. La baronnie, c'est pas trop leur truc. Non. Et d'ailleurs, sur ce sujet, il y a une corrélation avec LFI. C'est quand même deux mouvements qui ont un poids électoral très important aujourd'hui, mais qui sont très peu représentés à l'échelle locale. À la Et différence, qui ont la même défiance par rapport aux pouvoirs locaux. à la différence du PS et des Républicains qui, eux, sont Qui ont microscopiques au niveau national, mais qui sont Exactement. très bien implantés au niveau local. C'est Exactement. au paradoxe de notre vie politique. Exactement. On va parler de Fréjus. Dans 30 minutes dans cette émission, mesdames et messieurs, on va vous diffuser une vidéo du service vidéo de Libé. Ils sont allés sur place la semaine dernière, spécialement pour nous. On vous montre un petit avant-goût de ce à quoi ça va ressembler, et on revient tout de suite. Fréjus fait partie de ces villes qu'on appelle les laboratoires du Rassemblement national. Une expérimentation au niveau local de ce que voudraient faire Marine Le Pen et Jordan Bardella au niveau national. Alors moi, j'ai voulu voir ce que ça donne, l'extrême droite à l'exercice du pouvoir d'une grande ville. Merci, bonne journée. Au revoir. J'ai échangé avec des électeurs de David Racheline, j'ai rencontré une association citoyenne qui se bat contre la politique et l'idéologie du maire de Fréjus. On m'a montré les conséquences de la politique d'urbanisme de David Racheline. Ce que j'appelle la bunkérisation de Fréjus-Plage. Et j'ai suivi une opération porte-à-porte d'une liste transpartisane qui espère récupérer la mairie de Fréjus des mains de l'extrême droite. Voilà, c'était un petit extrait de la vidéo que vous verrez tout à l'heure. Ça fera la transition entre la première et la deuxième partie de cette émission Backseat en partenariat avec Libération, ici en direct de Toulon. Ça va toujours, le public du Télégraphe ? Merci d'être avec nous, les amis. On est très heureux d'être avec vous pour cette émission spéciale entre Libé, frontale de Libé et Backseat. Émission spéciale sur les extrêmes droites et les élections municipales. Stéphanie, je me retourne vers toi. Dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, les exemples d'actions de maires d'extrême droite ne manquent pas. Je pense à Marignane, je pense au Pontet, je pense à Vitrolles. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se sont passés les mandats des maires RN ou affiliés dans ces communes ? Alors Vitrolles, c'était il y a quand même un petit moment, Oui, c'est puisque vrai. le fameux épisode où les Maigret, Bruno Maigret, puis sa femme Catherine ont dirigé la ville, ça date quand même un peu, on se faisait la réflexion, ça a quand même 23 ans, je crois, c'est à peu près autour de ça. Donc la ville a mis beaucoup de temps à s'en remettre, puisque pour le coup, ils sont partis vraiment en laissant la ville, et notamment les finances, dans un état calamiteux. Vitrolles fait partie des villes d'ailleurs qu'ils essaient de reprendre, en tout cas sur lesquelles ils ont de grandes ambitions, mais ça devrait quand même être compliqué parce que la gauche est quand même encore très implantée là-bas. Après Marignane, en fait, alors c'est une petite baronnie quand même si on n'est pas dans la baronnie type Orange avec la famille Bompard qui tient ça de main de maître depuis des années. Jacques Bompard, qui était un ancien du RN et qui du coup a créé son propre parti, la Ligue du Sud, parce que comme ça, il est quand même beaucoup mieux tout seul. Et donc à Marignane, le maire, il est quand même assez virulent. Il a très longtemps, d'ailleurs, eu sa place au sein de la métropole. Et c'est un des cofondateurs avec Franck Alizio du RPR, nouvelle version. C'est-à-dire qu'ils ont repris le logo et ils en ont fait leur parti à eux, qui ne sert pas vraiment à grand-chose, mais si parfois à brouiller un peu les pistes. Je crois qu'il y a eu une histoire avec un candidat dans le Var d'ailleurs, ou pas très loin, qui s'est fait exclure parce qu'il avait dénoncé des propos justement racistes d'un des colistiers. Donc ils l'ont exclu parce qu'il a dénoncé des propos racistes. Bref, c'est pas ça. Alors moi j'ai un cas, mais ça Grasse. Mais c'est peut-être pas le même. Et donc à Marignane, en fait, lui, il est très implanté, le maire, qui s'appelle Éric Ledissès, et il fait pas mal lui pour le coup, des sorties assez idéologiques. L'interdiction, il a fait un arrêté pour interdire les burkinis à la piscine. Il a régulièrement
des saillies assez virulentes contre notamment contre je vais y arriver, sur le drapeau français, l'uniforme, etc. Enfin, dès qu'il y a une matière à intervenir sur ces sujets-là, c'est le premier à monter au créneau. Et donc un peu plus loin dans le Vaucluse, il y a donc le maire du Pontet qui lui est élu RN. Alors lui, c'est tout l'inverse. Lui, c'est un type qui pratique la réelle politique et il s'était fait taper sur les doigts par le RN parce qu'il avait assisté en 2023, alors qu'il était qu'il était député. Il avait lâché son mandat juste un temps pour faire le député et il avait inauguré une mosquée turque dans sa ville. Alors ça n'avait pas du tout plu au parti. Qui lui avait donc donné un blâme, mais lui disait en fait, moi je suis le maire de tous les Pontéciens, donc c'est normal que j'aille inaugurer la mosquée. Donc ça, c'est les limites de l'exercice, à trop vouloir se dédiaboliser. En fait, on en perd ses idées, quoi. Donc ça n'a pas plu du tout au Parti national, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Rassemblement national, on pourrait penser, comme dans les années 90, qui mettent leur mairie comme des laboratoires et comme des exemples. Et pas du tout. Presque, c'est bien pour avoir pour placer, pour faire des pouponnières, pour former les gens à la gestion. Ils en auront besoin s'ils arrivent demain au pouvoir. En revanche, il ne faut pas que ça fasse de vagues et ils ne les mettent pas trop en avant. Vous ne les voyez pas dans les débats aujourd'hui. On ne voit pas Louis Alliot, le maire de Perpignan, beaucoup sur les plateaux. On ne voit pas non plus mis en avant Joris Ebrard, le maire du Pontet. Racheline a disparu complètement avec les affaires. Même Hénin-Beaumont, on n'est pas sur regardez ce qu'on a fait dans nos villes. Ils ne communiquent absolument pas là-dessus. En même temps, ils n'ont pas des bilans très... Non mais c'est vrai, alors, on a parlé des affaires tout à l'heure. Il y a plusieurs constantes. Alors on a parlé de Racheline parce que c'est le plus connu. Mais c'est pas le seul. Il y a le maire de Cogolin qui était RN, qui a rompu avec le parti, mais qui est aussi visé par des affaires pour des histoires d'attribution de marché public. C'est aussi le cas à Beaucaire. Donc c'est pas le seul. Racheline n'est pas le seul. Et je pense que ce qu'ils ont en commun, c'est aussi que c'est des maires qui ont peu de projets d'envergure pour leur ville. Alors c'est vrai aussi qu'ils ont, pour beaucoup, été élus dans des villes qui allaient mal, comme c'est le cas d'Hénin-Beaumont par exemple. Donc c'est à double tranchant. D'un côté, ça veut dire qu'on n'a pas forcément les mains pour faire beaucoup, et en même temps, par rapport au mandat précédent, on n'en sort pas trop. Voilà, c'est facile d'en sortir pas, de sortir, par contraste, de ne pas avoir l'air d'avoir un bilan catastrophique. Mais voilà, c'est pas des maires qui ont entrepris grand-chose. C'est des maires qui ont été élus avec deux objectifs, la sécurité et l'assainissement des finances publiques. L'enjeu était d'avoir l'air d'être de bons gestionnaires. Sur les deux aspects, ils ont plutôt réussi, dans le sens où, en effet, il y a eu une augmentation des effectifs de police, un développement de la vidéosurveillance, et les villes qu'ils dirigent n'ont plutôt pas été plus endettées. Mais en même temps, c'est passé par des privatisations de crèches, de piscines et un assèchement total de tous les lieux, toutes les structures sociales. Des coupes dans les subventions aussi, c'est ça. Et de coupes dans les subventions. C'est vrai que c'est cette question un peu lancinante que j'ai posée tout à l'heure. C'est finalement, que peut faire un maire ? Sous-entendu, que peut faire un maire RN ? Qu'est-ce qu'il peut faire de bien ? Qu'est-ce qu'il peut faire de mal, surtout ? Moi, j'ai travaillé en mairie, et c'est vrai que la manière que j'ai de le vulgariser, c'est de dire, vous savez, un maire ne peut pas faire grand-chose. Par contre, il peut énormément faciliter. Et il peut énormément empêcher. Bien sûr. Un maire, s'il veut mettre à fin à une association, il peut le faire. Ouais. Au bout, il y arrivera. Il réussira. S'il veut fermer un bar un peu sympa de centre-ville où il y a des jeunes qui dansent, il peut le faire. Il y arrivera. Il finira par y arriver d'une manière ou d'une autre. Et à l'inverse, un maire, alors par contre, ça demande beaucoup d'énergie. Il peut aider à faciliter, à faire naître un tissu associatif, de la solidarité, des services publics, etc. Ça prend du temps, ça demande de l'argent, c'est compliqué. Mais voilà. Et donc, c'est vrai que un maire, c'est pas un shérif. Un maire, il fait pas grand-chose de spectaculaire. Par contre, on l'a vu, et on a vu avec les témoignages que vous nous avez apportés sur ce plateau, qu'il peut aussi tomber dans des scandales assez facilement. Le détournement de fonds publics, l'abus de biens sociaux, c'est des choses qu'on a vues dans des mairies dirigées par le Rassemblement national, quoi. C'est quelque chose d'assez important. Est-ce que je peux juste... Ouais, vas-y. Juste un truc sur la sécurité, parce que tu disais la promesse, c'est la sécurité, et ils ont plutôt bien réussi, parce qu'ils ont mis la police et de la vidéosurveillance. Et ça, c'est un peu quelque chose
Pour les gens de droite et même dans le débat public de manière générale, cette question de la sécurité, quand on l'entend, on comprend tous que ça parle de mettre du bleu dans la rue, quoi, mettre plus de flics, etc. En réalité, c'est déplorable quand on ne parle pas de cette question de sécurité, on ne parle pas de question d'une sécurité sociale, quoi. Non, mais en tout cas, ils ont tenu leur engagement. Non, bien sûr, non, mais c'est pas à toi que je dis ça, mais je dis juste de quand même se rappeler à chaque fois qu'on entend ce terme de sécurité. En fait, ce qui se passe, c'est juste qu'il y a plus de flics, quoi. Enfin, c'est ça le résultat. C'est plus de flics, c'est pas plus de sécurité pour les gens dans leur vie, quoi. Et le service public, pour le reste, coûte plus cher. C'est-à-dire que dans ces Exactement. villes-là, comme ils ont privatisé, forcément, Bien sûr. les entreprises ont facturé plus cher, au début moins cher comme à chaque fois, et après la facture s'est envolée, que ce soit pour les déchets, que ce soit pour la facture d'eau, parce qu'ils ont donné au privé certains marchés pour pouvoir avoir moins, que ça pèse moins sur les finances publiques. Mais pour certains, ils n'ont pas hésité à augmenter leurs indemnités pour autant. Ah bah tant qu'à faire. Non, bien sûr. Non, mais après aussi, on n'a pas beaucoup parlé de services publics pour l'instant directement, mais l'absence de services publics, la désertion des services publics, le manque de services publics, c'est vraiment une caractéristique aussi principale des endroits où le Rassemblement national fait de très hauts scores, quoi. C'est important. Et juste une dernière petite chose sur la culture, où tu en avais un petit peu parlé, mais je pense que c'est aussi important de rappeler que vraiment la culture en ce moment, c'est hyper compliqué. Enfin, il y a de moins en moins de subventions à la culture dans les assos, tout ça. En même temps, le MEDEF est en train, en plus de faire un assaut, là, on est au niveau national, pour les intermittents, de passer de 507 heures à 557 heures. Donc, il faut bien se rendre compte que la culture de partout, elle est étouffée et que les mairies jouent un rôle hyper important dans ce financement de la culture et que ça va être un enjeu. Et puisqu'on parle de culture, on rappelle que quand on parle de culture, on ne parle pas que d'art et de la beauté du geste pour l'esprit et l'âme. Non, la culture, c'est aussi de la solidarité, c'est de l'action locale, c'est des opportunités de faire se rencontrer les gens, de les faire se parler, d'avoir des lieux, des cafés-théâtres, des cafés-concerts, d'avoir des théâtres, d'avoir des cinémas associatifs, d'avoir des endroits, des bibliothèques, pardon, mais enfin, voilà, Dieu sait combien c'est important. Donc c'est ça aussi qu'un maire RN peut attaquer très salement, et ils l'ont fait par le passé. On va dire au revoir à Stéphanie, ma chère Stéphanie. Attends, d'abord, avant que tu partes, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te lire? Alors, me suivre. Sur Instagram, je sais que tu as un compte Insta. Voilà, non, il se moque parce que tout à l'heure, je lui ai demandé de m'aider à mettre l'annonce du débat de ce soir sur Instagram. Mais sinon, dans Libération, demain d'ailleurs, le journal, tu me dis si je fais bien la pub? Oui, tu peux faire la pub. Donc il y a un événement sur le RN et l'extrême droite, et il y aura un papier sur le Pontet, justement un reportage au Pontet, une mairie gérée par le RN dans le Vaucluse, pour montrer justement comment ils cachent bien leur jeu. Stéphanie Arougnan, retrouvée demain dans les colonnes de Libération. Un tonnerre d'applaudissements. Merci Stéphanie. Alors les autres, avant qu'on fasse une pause dans cette émission, avant qu'on fasse une petite pause, je voudrais vous poser une question sur les brebis galeuses. On en a un petit peu parlé, on a teasé un petit peu le truc tout à l'heure. C'est une expression qui revient régulièrement lorsqu'on parle du Rassemblement national et de ses candidats en période électorale. Qu'est-ce que ça veut dire, brebis galeuse? D'abord, ça vient d'où ce terme? Qui l'a employé en premier, vous savez ça? Ça vient de Bardella. C'est un terme qui est utilisé pour minorer les révélations de la presse après la campagne de 2024, des législatives de 2024, au cours de laquelle la presse révèle, fait ressortir des propos racistes, antisémites, homophobes, sexistes, complotistes au choix de candidats à RN. Et donc à l'époque, c'est Bardella qui les désigne comme tels et qui assure que il prendra le problème de face et que sa main ne tremblera pas pour traiter de ces cas, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Donc une brebis galeuse, c'est un candidat ou une candidate du RN dont on apprend grâce au travail des journalistes que en fait, elle se comporte, elle se prononce, voire elle a fait des choses par le passé qui sont loin d'être recommandables pour un candidat qui se respecte. Exactement. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire en communication politique. C'est essayer de minorer un problème en lui donnant un qualificatif. Et ce qualificatif, du coup, leur colle au basque aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on continue à dire qu'il y a des brebis galeuses. Donc on aura le débat avec Malek. On va l'avoir. Voilà. Mais c'est une manière de minorer le problème. Et aujourd'hui, vu qu'on continue à utiliser ce terme,
ça veut dire que ce n'est pas une exception, ce n'est pas des brebis galeuses, mais c'est tout le troupeau qui va mal, quoi. Justement, j'y arrive. Moi, ce qui me dérange avec le terme brebis galeuse, le fait qu'il soit prononcé par Jordan Bardella, décidément, j'y arrive pas. C'est une chose, et je m'y ferai pas, hein, je vous le dis, hein, désolé. Le fait qu'il soit employé par Bardella, on va l'appeler par son nom de famille, c'est mieux. C'est une chose. Le fait qu'on le reprenne, c'en est une autre, parce que ça, en fait, ça alimente ça valide la thèse de la dédiabolisation. Ça valide le travail sur le RN propre, républicain, fréquentable, respectable, avec des dérapages. Et la vérité, c'est que ce n'est pas des dérapages. Quand ça arrive plus d'une fois et quand c'est ancré, mais ne serait-ce qu'en fait que dans la fondation, quand on parle de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, de néofascisme, d'homophobie, la liste est longue. On ne parle pas d'éléments qui sont arrivés en cours de route. C'est le fondement même du parti. Quand tu t'appelles Front National, que tu es fondé par des anciens OAS et des FNSS, tu es foncièrement problématique. Et le problème, c'est donc pour moi pas les brebis galeuses, c'est bel et bien le troupeau. Et quand nous, on reprend ces termes, nous, médias, commentateurs, je trouve qu'on participe à ce travail de banalisation et à ce narratif que veut poser Bardella. Et dans ces digues qui sont en train de tomber, on en parlait depuis le début, je me demande si on ne doit pas s'interroger sur l'utilisation de ce terme. Lilian, pourquoi est-ce que Libé continue à l'utiliser ce terme ? Libération au tribunal. Non, mais on a eu le débat, parce qu'on est un journal pluriel, une rédaction. On a eu le débat quand on a préparé cette émission, je précise. Et on a eu le débat à Libération, on a eu le débat au sein du service politique, on a eu le débat au sein de l'ensemble de Libération, parce qu'on a un comité de rédaction tous les jours qui est ouvert, où on pose ces questions-là, et on en a débattu aussi avec notre direction. Il y avait beaucoup été sur aussi cette position en disant mais on utilise des mots qui ont été posés par l'adversaire, en gros, par Jordan Bardella. Donc pourquoi on reprend un terme de Jordan Bardella ? Pourquoi ? Parce qu'il leur colle au basque. Et qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à s'en dépêtrer de cette appellation brebis galeuse. Et donc la séquence des brebis galeuses continue. Et autre sujet, et c'est aussi peut-être malheureusement pour ça qu'on a aussi pris cette décision, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils tapent brebis galeuse dans Google. Et donc, on a vraiment testé des articles qu'on a fait en utilisant ce mot-là dans la titraille, enfin dans le titre et le sous-titre, et d'autres où on ne l'utilisait pas. Et bien en fait, ceux où on utilisait le mot ressortaient plus sur les moteurs de recherche et donc étaient plus lus. C'est malheureusement ça qui a fait la différence, mais ça ne nous empêche pas de nous astreindre dans la titraille de toujours rajouter raciste, xénophobe ou antisémite, que ce ne soit pas juste un joli mot sur brebis galeuse. Moi, on m'a appris, et du coup je tiens aussi cette ligne à la tête de ce service, on m'a appris à dire, dans un article sur, à l'époque, le Front National, avant que ça s'appelle le Rassemblement National, le parti d'extrême droite. Voilà. Mais nous, c'est la même règle là-dessus. Si on utilise brebis galeuse, il faut qu'aussi, dans cet article, on qualifie le candidat, qui n'est pas juste une brebis galeuse, mais un candidat raciste, xénophobe ou antisémite et ou homophobe. Voilà, parce qu'on se rend compte que c'est structurel. Charlotte, non, tu voulais dire un truc, Ariane ? Non, c'était un peu, en t'écoutant, ça... C'est un peu où est-ce que tu mets la limite, quoi. Parce que tu vois, typiquement, on parlait de Laure Lavalette, de son passé dans des groupes identitaires, le fait qu'elle soit catho-tradi, anti-avortement, profondément, voilà, nostalgique de l'Algérie française, tout ça. C'est où est le curseur de la brebis galeuse, quoi. Où est le curseur du racisme pour décider que tel ou tel candidat Rassemblement National est une brebis galeuse, quoi. Le curseur, en ce moment, on le met sur... est-ce que c'est des candidats qu'on n'avait pas vus ? Parce que Laure Lavalette, on en avait déjà parlé avant, elle faisait partie pas des brebis galeuses à l'époque, mais des candidats racistes, des candidats qui avaient un passé problématique. Il y a aussi Caroline Parmentier, qui était l'attachée de presse de Marine Le Pen, qui est députée du Pas-de-Calais, qui a été journaliste pour Présent, qui a écrit des articles à teneur antisémite, pour le coup. Mais nous, notre travail aujourd'hui est d'aller chercher ceux qui sont soi-disant passés entre les mailles du filet. Le Rassemblement National nous a fait croire qu'ils avaient scanné leur tête de liste. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et donc, ça pose aussi la question d'un parti très amateur sur cette question-là. Justement, à ce sujet de ce filet, je voulais te demander, Charlotte, est-ce que c'est un sujet de préoccupation majeure au sein du Rassemblement National ?
Alors, c'est un sujet de préoccupation. Je l'ai dit tout à l'heure, en 2024, après ces révélations de la presse, Bardella dit qu'il sera très sévère. Il y a toute une série d'outils qui sont annoncés. Et finalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'avant même le dépôt des listes officielles pour les municipales qui a lieu dans 2 jours, on a fait un décompte dans l'IB il y a quelques temps. On compte déjà 50 brebis galeuses, dont une partie qui avait déjà été identifiée en 2024 et qui sont encore là. On avait fait aussi un recensement 1 an après les législatives de 2024 où on avait repéré, je dis on, j'étais pas encore là, donc c'est mes collègues, mais que sur 120 cas, il y en avait 90 qui étaient encore dans les rangs du RN. Donc il y a manifestement une préoccupation affichée, mais alors soit une incapacité à traiter le sujet, soit un manque de volonté. Et c'est ce que disait tout à l'heure Lilian, et c'est ce que tu disais aussi. L'enjeu, c'est déjà, qu'est-ce qu'une brebis galeuse j'ai discuté avec un élu RN il y a quelques temps qui disait moi je fais la différence entre les dingues, donc eux il faut que ça voilà on exclut, et les jeunes, les fautes. Mais ce qu'on constate, c'est que selon qu'on se classe dans les dingues ou dans l'erreur de jeunesse, il y a aussi une question de statut qui rentre en compte. Lilian a parlé tout à l'heure de Caroline Parmentier, qui est une ancienne collaboratrice de Marine Le Pen, amie de Marine Le Pen, voilà, qui a diffusé des contenus négationnistes et qui pourtant est toujours députée. Il y en a d'autres, on peut parler d'Anne Sicard, qui est également députée, membre d'une fondation qui s'appelle l'Iliade, qui est une fondation racialiste. Donc il y a quand même cette impression que c'est le statut que le statut de certains permet de passer entre les mailles, quoi. Complètement. Et de tous ceux qu'on a dévoilés ces dernières semaines, il n'y en a qu'un ou deux qui s'est retiré. Non, à qui on a retiré l'investiture. Ah. C'est celui de Carpentras. Parce que Carpentras, ça marque les esprits. Carpentras, c'est l'histoire de la profanation du cimetière juif, l'accusation, pour le coup à tort, du Front National de Jean-Marie Le Pen. Mais c'était la circonscription de Marion Maréchal Le Pen, où son grand-père l'avait envoyé pour qu'il, justement, lave l'affront de la famille Le Pen. Le candidat qui s'appelait Christian Richaud-Simoni. Tu peux rappeler à ceux qui nous écoutent cette affaire de Carpentras rapidement? Oui, rapidement. Il y avait eu une profanation du cimetière juif, voilà, et on a accusé très vite les militants du Front National de l'époque, et l'affaire a démontré que ce n'était pas eux à l'époque. Et Jean-Marie Le Pen l'a pris comme un affront personnel, parce qu'ils ont traîné cette histoire de Carpentras de manière pendant un certain moment. Et là, le candidat qu'ils avaient investi à Carpentras, Jordan Bardella et le Rassemblement National pensent qu'on a des outils très sophistiqués. On a juste un CTRL F dans des pages Facebook et les comptes Twitter des candidats, et on trouve des dingueries. Fallait pas le dire. Alors justement, non, je voulais demander à Climarx, parce que c'est un point intéressant. C'est quand même beaucoup sur les réseaux sociaux qu'on trouve ces petites pépites là sur les candidats du Rassemblement National. Il y a un rôle comme ça des réseaux numériques, de leur comportement sur Internet qui ressort au moment où ils deviennent candidats? Tu veux dire des comportements des candidats RN? Oui. C'est-à-dire qu'un journaliste qui fait bien son travail, il tape le nom sur Facebook d'un candidat qui était jusqu'à présent inconnu. C'est la première fois de sa vie d'ailleurs qu'il est candidat. Et là, il tombe sur une mine d'or d'une personne qui partage des dingueries, qui est ultra raciste, antisémite, misogyne, etc. C'est quand même intéressant de voir que c'est aussi nos identités numériques qui sont scrutées, de fait. Pop fascisme. Pardon, t'as dit quoi? Non, j'ai dit pop fascisme. Pop fascisme, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Mais parce qu'il y a une stratégie numérique du Rassemblement National qui est très puissante. On le voit avec oui. Jordan Bardella, on le voit avec la jeune génération du Rassemblement National aussi. Petite anecdote personnelle, j'ai déjà raconté dans Backseat. Bon, il m'est arrivé dans mon passé de faire de la télévision chez Cyril Hanouna. Croyez-moi que les groupuscules d'extrême droite et racistes organisés dans des groupes Telegram qui sont venus me lancer des raids, oui, ils sont organisés. Oui, et ils sont efficaces. Ça montre aussi que le RN forme très très mal ses élus, et surtout ses candidats. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça fonctionne en interne. Est-ce que le Rassemblement National dit à ses futurs candidats merci de bien vouloir nettoyer votre page Facebook le plus vite possible et de surtout ne rien dire?
Alors moi, il y a un député qui m'a dit moi, chez moi, j'ai passé la consigne attention aux faux comptes, pas de faux comptes. Parce que c'est aussi un parti où il y a des faux comptes sur lesquels on peut se défouler. Ça avait été le cas jusqu'au sommet du parti, hein, puisque Jordan Bardella, on avait découvert un faux compte de Jordan Bardella. Donc il y a ces consignes qui passent. Et en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un truc contradictoire entre des consignes passées. Et en même temps, Stéphanie tout à l'heure parlait du cas d'un candidat en Provence, je crois. Moi, c'est le cas dont je voulais parler, c'est le cas d'un candidat dans les Alpes-Maritimes, enfin pardon, d'un militant dans les Alpes-Maritimes, qui est adhérent au RPR dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est le parti d'Alizio à Marseille, qui a commencé à alerter la tête de liste de la ville de Grasse, donc dans le 06, sur les propos qui se tenaient sur une boucle WhatsApp de militants locaux, qui en gros parlaient de grands remplacements. Donc il a commencé à alerter et la réponse, et il demande à la tête de liste d'intervenir sur la boucle et de faire arrêter ce genre de propos. Et la tête de liste RN dit sur la boucle nous partageons globalement tous les mêmes idées, mais merci de ne pas vous disperser votre énergie ici et de les convaincre à l'extérieur. Et il a aussi des mots, il dit en tout cas ça sent bon, quoi. Enfin voilà, du coup le contexte est porteur. Et ce qui se passe, c'est que c'est finalement le militant entre guillemets lanceur d'alerte qui finalement, voyant l'inaction de son parti qui a été alerté, la presse ce matin et les jours, qui s'est retrouvé exclu du RPR. Donc, voilà, le traitement à géométrie variable des brebis galeuses, bon. Ça montre que c'est un parti encore très amateur. C'est-à-dire que sur la gestion de leurs ressources humaines, on va dire, et de leurs ressources internes, ils vendent... Ça a l'air assez bordélique, effectivement. Oui, et puis ils vendent à la presse. Ils l'avaient fait au moment « on est prêt pour Matignon ». Non, ils n'étaient absolument pas prêts. Le cabinet de Jordan Bardella, qui ne supporte pas celui de Marine Le Pen, il y a une question dans leur travail quotidien qui est assez problématique et qui, demain, s'ils arrivent au pouvoir, nous laisse très interrogatifs sur les capacités à gérer une grande ville ou un pays.